Bonjour à tous, bienvenue au second webinaire du cycle CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques. Aujourd'hui, il va porter sur les nouveaux modèles de l'énergie et de lutte contre la précarité énergétique. En introduction, un bref rappel d'éléments de contexte. Un constat tout d'abord, face aux transformations systémiques actuelles, les modèles socio-économiques de toutes les organisations, publiques et privées, sont en questionnement. Depuis 15 ans, la recherche empirique du Rameau et de ses partenaires a permis de capitaliser une connaissance partagée, notamment au sujet des modèles socio-économiques des structures d'intérêt général. Et c'est en octobre 2020 que nous avons lancé le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général avec nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la Banque des territoires, la Croix-Rouge française et le Fonds ODD 17. Les habitués de ce programme le savent bien, les webinaires ont lieu tous les troisièmes jeudis du mois. Et en 2022, nous cheminons ensemble pour un nouveau cycle en 10 escales. Cette année, ce cycle s'intitule CAP 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques. Quel est son objectif ? Il s'agit à la fois de comprendre la diversité des modèles socio-économiques par domaine d'action, par profil d'acteurs, par territoire, et surtout d'appréhender finalement leurs interactions pour accélérer des solutions à la hauteur des enjeux de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD. Et aujourd'hui, notre second webinaire porte donc sur les nouveaux modèles d'énergie et de lutte contre la précarité énergétique. Comment va-t-il se dérouler ? Tout d'abord, une présentation, on va poser le cadre de la recherche académique avec les défis de l'énergie. Ensuite, dans un second temps, nous allons découvrir les regards croisés d'acteurs complémentaires, RTE, Stop Exclusion énergétique, le 107 et Total Énergie sur ces sujets-là. Puis un troisième temps de mise en débat pour voir finalement comment passer de cette diversité des actions à leur interaction au service de nos défis communs et un élément d'annonce sur les prochaines étapes. Charles Benoît-Etzik, pouvez-vous nous redonner les éléments de ce défi ? Avec plaisir. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour ce deuxième webinaire. Alors effectivement, l'introduction est systématiquement autour de 3 temps, de le relire notre histoire en termes de recherche empirique, de la relier à notre actualité et puis finalement de nous projeter dans ce que nous avons à réinventer. Relire la décennie d'observation que nous avons pu faire sur cette question finalement de l'énergie et de la fragilité qu'elle peut créer remonte au premier constat de 2009 lorsqu'avec le crédit foncier, nous réalisons une étude sur l'habitat solidaire et durable. Et là, nous faisons 3 constats très intéressants. Le premier constat, c'est qu'à l'époque, les questions économiques, les questions sociales et les questions sociétales sont radicalement séparées. Ce sont 3 questions qui ne sont pas confrontées l'une et l'autre et que généralement, les actions qui sont engagées par les différents acteurs de l'écosystème eh bien, sont sur l'une de ces 3 composantes, encore rarement à la confluence des 3. Et ce que nous détectons dans cette étude, c'est qu'il y a un sujet un peu particulier qui est finalement vraiment à la confluence de la question sociale et de la confluence environnementale, c'est la question de la précarité énergétique. Nous bénéficions alors des fruits du Grenelle qui avaient exposé les constats de cette précarité énergétique et le cycle finalement délétère qu'il peut créer, mais finalement on est encore à la confluence de deux dynamiques qui se rejoignent et pourtant à la périphérie des actions de chacun des acteurs d'intérêt général, et je pense notamment au secteur associatif, où d'un côté on traitait les questions sociales et de l'autre environnementales, et donc ce sujet était un peu à la périphérie des deux et pas encore un sujet d'alliance. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, et c'est pour ça que nous avons entamé des travaux de recherche sur cette dynamique, c'est que finalement la transversalité qu'imposait cette question de l'énergie et particulièrement de la précarité énergétique
exigeait à la fois une transversalité qui allait finalement inviter à faire plus alliance, à jouer collectif, et qui était encore un jouet collectif peu développé à l'époque. On aura l'occasion, de façon extrêmement rapide et intéressante, à la fois d'en débattre avec Yann Arthus Bertrand, au moment de la réflexion stratégique de la Fondation Good Planet, que nous avons le plaisir d'accompagner à ce moment-là. Et Yann me dira, mais tu sais, c'est vraiment une opportunité parce que pendant longtemps, on a opposé fin du mois et fin du monde. Nous sommes à une terminologie qui a été ressortie il n'y a pas très longtemps. Mais finalement, aujourd'hui, c'est le même combat. On ne peut plus opposer des sujets. Et nous aurons la chance, dans nos travaux de recherche, de regarder ces nouvelles alliances et la façon de pouvoir articuler fin du mois et fin du monde au travers de deux programmes de deux de nos partenaires avec lesquels on travaille à l'époque, au début des années 2010. C'est d'abord le programme Médiateur d'Unicité, avec lequel notamment on montrera un partenariat avec AGDR Mondial dans le cadre du Fonds d'innovation AGDR Mondial. Et puis c'est aussi rassembleur d'énergie et cher Bernard, c'était dans ce cadre-là que nous avons commencé à cheminer ensemble, puisque à l'époque, la façon dont rassembleur d'énergie associé et inventé une nouvelle association entre les associations des salariés au travers d'ONG de salariés, la façon dont la fondation pouvait intervenir et la façon dont un nouvel outil d'investissement pouvait intervenir et s'articuler, la façon d'articuler ces trois dynamiques-là était radicalement innovante et a été bien évidemment testée avec de nombreux partenaires, dont notamment un partenariat avec Habitat Humaniste. Donc, le temps des nouvelles alliances, le temps de finalement articuler à la fois les domaines économiques, sociaux et environnementaux et les acteurs dans cette dynamique-là. Bien évidemment, une étape a été très largement franchie et j'allais dire un cap a été très heureusement posé en 2015 au moment des objectifs de développement durable où à la fois la question est justement cette articulation, cette imbrication entre les différents domaines dont bien évidemment l'ODD 7 est un des éléments clés, mais aussi du faire alliance à travers l'ODD 17 qui va pouvoir finalement donner corps à ces nouvelles formes d'alliance. Et donc, à partir de là, on va s'intéresser à une nouvelle question qui va être celle de la territorialisation de l'action, c'est-à-dire, très bien, articuler les domaines entre eux, articuler les acteurs entre eux, mais et finalement, comment cela se traduit-il du plus concret d'un territoire jusqu'à la capacité à internationaliser les choses. Et nous aurons la chance de pouvoir le vivre, là encore, dans le domaine de l'énergie, puisque notamment dans le cadre de notre partenariat avec Réseau GDS, nous verrons naître la fondation de ce même réseau et justement pour pouvoir lutter contre la précarité énergétique avec les 92 communes du nord de l'Est de la France que constitue le réseau GDS, mais aussi de pouvoir exposer à travers le remarquable livre blanc écrit par le directeur général du réseau GDS de l'époque, Sylvain Wasserman, avant qu'il ne devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Et Sylvain a écrit un livre blanc passionnant sur le modèle territorial de l'énergie, en montrant à quel point, finalement, ce n'était pas qu'une question de solidarité, c'était aussi une question d'innovation, puisque, sans doute, les modèles de l'énergie n'allaient pas seulement être des modèles globaux, mais aussi des modèles territoriaux. Et bien évidemment, ça nous amène aujourd'hui à cette question de l'articulation de ces modèles. Lorsqu'on dit tout acteur, tout domaine, tout territoire, eh bien, on voit qu'en une décennie, l'énergie est passée de la prise de conscience de l'interdépendance entre les dimensions économiques, sociales et environnementales à l'émergence de nouvelles solutions. Il est toujours important de relire le passé avant de le relier à l'actualité. Et l'actualité, bien évidemment, c'est finalement cette hybridation des modèles socio-économiques et j'aime à la rattacher à la notion que le Rameau a modélisée en 2013 à l'occasion des assises de l'entrepreneuriat de cette troisième économie passerelle, c'est-à-dire finalement l'écosystème des modèles socio-économiques entre les modèles socio-économiques
publics, les modèles économiques privés, les modèles socio-économiques qui sont entre deux, les modèles de l'enseignement supérieur de la recherche, du service public ou les modèles de l'engagement, et notamment des associations d'intérêt général. Ces 7 modèles, finalement, de notre écosystème, comment s'articulent-ils pour être en capacité à répondre là où ni le marché, d'une part, ni la logique de solidarité à travers la redistribution, d'autre part, ne peut seul répondre. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'en une vingtaine d'années, finalement, l'écart entre ce que le marché peut répondre et ce que les logiques de solidarité peuvent répondre ont laissé progressivement la place à une troisième émergence, c'est-à-dire une hybridation de solutions, parce que ni les modèles des uns ni les modèles des autres ne peuvent seuls répondre. Et ça devient très intéressant, puisque bien évidemment, il s'agit là de l'économie de l'alliance, c'est-à-dire celle qui pourra être seulement et exclusivement inventée en pouvant modéliser et en pouvant associer à la fois acteurs publics, acteurs économiques, acteurs associatifs et acteurs académiques. Et on est au cœur de ce sujet-là, et bien évidemment depuis 2013, depuis que ce concept a été partagé avec le gouvernement au moment des assises de l'entrepreneuriat, responsable, et bien évidemment, il s'est très largement développé depuis, et ceux qui suivent nos travaux savent que la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, l'année dernière, en juillet, qui est encore visible en replay, bien évidemment, a traité spécifiquement de cette économie de l'alliance, et que c'était le fruit de la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de co-présider avec la députée Cathy Racon-Bouzon. Alors, comment est-ce qu'elle nous amène à notre question d'aujourd'hui de réinventer nos modèles socio-économiques et notamment celui de l'énergie? Eh bien, peut-être, et c'est un petit clin d'œil avec bien évidemment la notion de l'énergie, mais de rappeler que les webinaires que nous avons conduits tout au long de 2021 pour rappeler finalement cette définition multiple de ce qu'est un modèle socio-économique, de rappeler qu'il repose sur 3 piliers: les richesses humaines, les financements et ces alliances qui en constituent le 3e pilier. Et finalement, eh bien, quand on pose la question de l'énergie, on peut se poser la question de quelle énergie parle-t-on? Est-ce que nous parlons de l'énergie au sens propre du terme, ou les énergies nécessaires pour que nos projets puissent reposer sur un équilibre pérenne et serein? Et c'est là où, bien évidemment, vous aurez vu le clin d'œil, c'est-à-dire que finalement, l'énergie, au sens ODD 17, nous invite à nous poser la question du sens de l'équilibre de notre maison, c'est-à-dire notre capacité à mobiliser les énergies nécessaires, qu'elles soient humaines, financières ou d'alliances stratégiques, pour pouvoir réinventer les modèles socio-économiques à horizon 2030, pour que l'agenda 2030 ne soit pas tel que l'ambassadeur Elix des Nations Unies nous invite à le faire, ne soit pas simplement un élément de constat, mais un grand sourire, parce que oui, nous sommes en capacité d'y répondre. Merci Charles Benoît. Sans plus attendre, passons à nos intervenants. Comme à chaque webinaire, nous avons des témoignages illustrant les 4 points cardinaux de notre sujet. Aujourd'hui, il s'agit de la prospective sur les besoins en 2050 avec RTE. Au plan national, une stratégie d'éradication de la précarité énergétique avec Stop à l'exclusion énergétique. Et à une échelle plus territoriale, la co-construction de solutions avec le 107. Et également l'innovation et la pédagogie du mix énergétique avec Total Énergie. Donc, ces interventions, elles ont vraiment pour objectif d'illustrer à la fois la prospective et la territorialité des enjeux de ces nouveaux modèles. Petite information à l'attention du public, vous pouvez poser en continu vos questions dans le fil de questions. Les intervenants répondront au fur et à mesure. Chacun va à tour de rôle présenter ses enjeux et à la fin, nous pourrons intégrer quelques questions du public pour lancer le débat. Commençons par un enjeu de prospective. Frédéric Doé, vous êtes délégué général de la Fondation RTE. Comment finalement répondre à la stratégie énergétique française bas carbone en 2050? Oui, bonjour à tous. Ça va être évidemment une gageure de présenter en quelques minutes
les travaux qui ont été faits et remis le 25 octobre dernier par RTE pour répondre à la question du gouvernement qui était de dire « Nous avons une stratégie nationale bas carbone pour être une société à émissions de carbone net zéro en 2050. Et maintenant, comment y va-t-on » Alors, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer la méthodologie qu'a mise en œuvre, les principaux résultats. Je voudrais simplement dire que je me sens un peu en décalage avec l'objet de la réunion, qui est de travailler sur la précarité énergétique, même si c'est évidemment un élément de cadrage important, et que mon approche sera très globale et peu territorialisée, à l'inverse de ce que nous souhaitons faire dans la suite de la réunion. Néanmoins, j'espère que cela vous sera utile. Alors, effectivement, je me permets de commencer. Vous voyez, je fais des diapositives presque aussi remplies que celles du rameau, avec beaucoup de données à l'intérieur. L'étude qui s'appelle Futur énergétique 2050, elle est habituelle en termes de mission de service public de RTE, qui fait régulièrement des études prospectives, mais là, elle a pris une ampleur particulière puisqu'elle arrivait après la stratégie nationale bas carbone et qu'il a fallu presque 2 ans pour pouvoir travailler sur le sujet avec toute une série de partenaires. Je vous épargne les détails, mais beaucoup de réunions, beaucoup de concertations et beaucoup des acteurs qui aujourd'hui disent les scénarios qui sont présentés ne sont pas assez sobres ou pas assez ouverts à de nouvelles consommations liées, par exemple, à une réindustrialisation de la France. En réalité, ces scénarios existent, mais il a bien fallu choisir un scénario central. Eh bien, nous sommes alignés sur le scénario central de la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même sera révisée en principe tous les 5 ans. Alors, je voulais quand même vous donner quelques grands paramètres de l'étude. Je ne sais pas pour vous impressionner, mais c'est pour vous dire que c'est une étude qui a nécessité beaucoup d'itérations, beaucoup de données, beaucoup de travail. Il y a un comité scientifique qui l'a supervisé. Et voilà, c'est un résultat dont l'entreprise RTE est assez fière. Et on sait d'ores et déjà qu'il faudra le compléter et le remettre à jour régulièrement. Alors, sur l'évolution du climat, je vais rapidement. Nous allons sur les scénarios du GIEC et le scénario principal, celui des 2 degrés, ou encore appelé RCP 4.5. Pardon. Sur le cadrage macroéconomique, alors ça, c'est pas évident, dire d'ici 2050 quelle sera notre croissance. Eh bien, en tout cas, on a pris des scénarios relativement prudents, puisqu'on parle de 1,3% de croissance par an, alors même que notre croissance de la population est positive. L'évolution de la consommation. Alors ça peut faire l'objet de discussions très importantes, très longues, et ces groupes de travail y ont bien clarifié les choses. En tout cas, un des facteurs importants, c'est de savoir qu'est-ce qu'il restera d'industrie en France en 2050. Le pari est qu'après des années de décrue très importantes et assez graves pour la souveraineté de notre pays, cette situation serait stabilisée à 10% du PIB. La production d'électricité. Alors, vous savez que c'est là-dessus que les débats sont les plus tranchés. En gros, entre ceux qui veulent profiter de la transition énergétique pour sortir du nucléaire, ceux qui pensent qu'au contraire, il n'y aura pas de transition énergétique efficace avec notamment un bilan carbone zéro en 2050 si on ne maintient pas du nucléaire. En revanche, je viendrai tout à l'heure sur les points communs et en particulier, l'idée est de passer à un monde post-pétrole. Ensuite, les moyens de flexibilité. Alors, ce terme barbare de flexibilité n'a rien à voir avec la flexibilité du marché du travail, mais ça signifie que, premièrement, nous pouvons compter sur les productions et aussi les débouchés des pays voisins. Et nous travaillons en fait d'emblée au niveau européen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les interconnexions du marché de l'électricité français avec ses voisins. La flexibilité de la demande, ça veut dire que nous allons apprendre dans les années qui viennent à, en le sachant ou en ne le sachant pas, souvent en ayant programmé à l'avance ce genre de choses, nous permettront à un certain nombre d'acteurs de faire en sorte que nous consommions moins à un moment donné que nous ne l'aurions fait spontanément. Je vous donne un exemple, ça existe déjà en Californie. Les opérateurs électriques sont capables de débrancher à distance les climatiseurs quand la demande d'électricité est trop forte. L'idée est de faire un peu la même chose s'agissant, par exemple, demain en France, de la consommation d'électricité pour les véhicules électriques.
c'est quelque chose dont nous reparlerons. Il y a aussi le contexte européen. Je vous l'ai dit combien nous étions intégrés au niveau européen et l'hypothèse de base du scénario est que les autres pays réussissent leur transition. Donc, ils atteignent leur objectif et eux aussi atteignent en 2050 une économie zéro carbone net. Enfin, quelques composantes du chiffrage économique. Il a fallu en particulier prendre le coût du capital. Tout ce dont nous allons parler dans la transition énergétique demande beaucoup d'investissements. Pas nécessairement des coûts élevés ensuite chaque année pour l'exploitation du système, mais beaucoup d'investissements. Ces investissements sont financés par l'emprunt. Si l'emprunt est cher, la transition énergétique est plus chère. Alors, le fonctionnement du modèle utilisé, excusez-moi, je suis bien conscient combien c'est technique, mais c'est important parce que je crois que nous en avons parlé pas mal ces derniers mois et nous continuerons à en parler beaucoup. C'est d'abord le référentiel climatique, savoir comment régionalement va se décliner les scénarios du GIEC. Ça va être aussi les chroniques de disponibilité des moyens thermiques de production. Alors ça veut dire connaître par des analyses statistiques et rétrospectives comment on pouvait compter sur tel ou tel moyen de production au fur et à mesure du temps. Et donc, on l'a fait sur les 30 dernières années. On a des données très complètes au niveau français et européen sur ces sujets-là. Ainsi que les chroniques de production des énergies renouvelables, bien sûr, même chose. On reprend les productions des 30 dernières années. Et enfin, les chroniques de consommation, ça c'est bien suivi également. Et enfin, les flexibilités et les couplages sectoriels. Alors, les couplages sectoriels, pour vous donner un exemple, c'est entre l'électricité et les systèmes de réseaux urbains de chaleur. En France, la plupart des réseaux urbains de chaleur ne sont pas chauffés à l'électricité, mais sachez que, par exemple, en Scandinavie, ça va être de plus en plus le cas. Bon, il y a une situation européenne dont je vous ai déjà parlé de très grande interdépendance. Et enfin, ça nous permettra de voir ce qu'il conviendra de faire, c'est la ligne à droite, c'est la colonne à droite, en termes de réseau pour s'assurer que l'électricité arrive partout, en termes de flexibilité, par exemple de stockage dont nous avons besoin, mais également des questions de coût, et on en parlera à l'occasion de cette présentation. Alors, le sujet numéro 1, c'est comment faire pour que le système énergétique devienne zéro carbone net en 2050 sans, et je vraiment le souligne, sans dégradation de la qualité d'approvisionnement. C'est-à-dire en n'ayant pas plus de problèmes aujourd'hui pour, quand on appuie sur un bouton, avoir l'électricité, quand on veut mettre un chauffage, avoir la chauffage, quand on veut recharger son véhicule, s'il est électrique, pouvoir disposer de cela, etc. Et que l'industrie, par exemple, puisse disposer de l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Alors, le point important, vous voyez, il y a une coupure au milieu, c'est là où on en est aujourd'hui. Vous voyez que l'énergie totale du système électrique, oh non, là c'est bien total en fait. En France, était à peu près à même niveau, autour de 1500 TWh de consommés chaque année depuis 30 ans, 40 ans. Mais là, qu'il va falloir vraiment inverser les choses pour que, et on le voit, le gris foncé, c'est-à-dire le charbon, disparaisse, le gris clair, c'est-à-dire le pétrole, disparaisse, que les gaz gardent une place assez importante, mais dans la mesure où une proportion sans cesse croissante de ces gaz seront renouvelables. Et la question, c'est, vous voyez, l'électricité en France aujourd'hui, c'est le jaune du nucléaire, plus un gros trait bleu au-dessus, plus quelques petites affaires. Comment on fait pour que l'électricité comble tout ce qui est en rose, là? On a 30 ans pour le faire. Ça a l'air peu de choses, mais les systèmes industriels sont très longs. Alors, l'univers de l'étude, c'est, je vous le disais, la stratégie nationale bas carbone. En gros, vous voyez aujourd'hui 1600 TWh. Il s'agit d'être en 2050 à 930 TWh. Ça signifie beaucoup d'économies d'énergie, qui sont toujours au programme. Quoi qu'il arrive, nous aurons beaucoup d'économies d'énergie à faire. Parfois, on l'appelle même sobriété quand on veut dire qu'on va changer nos usages de l'énergie, on va renoncer à un certain nombre de consommations qui ne sont pas totalement utiles, à une certaine différence à la consommation de l'énergie, parce que toute l'énergie qui est consommée aujourd'hui, on sait qu'elle émet des gaz à effet de serre, et comme il faut tendre vers zéro, eh bien on va réduire notre consommation
l'énergie non consommée étant la première des économies d'énergie. Alors, ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est que une très grande partie de l'énergie que nous consommons aujourd'hui est une énergie fossile. Elle devra être entièrement remplacée en 2050, soit par l'électricité, soit par des énergies renouvelables du style, je le disais tout à l'heure, gaz renouvelable. Voilà pour le premier problème. Donc, faire face à la demande d'énergie avec une énergie décarbonée. Un deuxième problème qui a l'air très spécifique s'agissant de l'électricité, mais qui en réalité nous impacte tous. C'est remplacer le parc nucléaire de seconde génération. Alors, comme vous le voyez, on est en 2020, là, par exemple, et on voit que l'électricité nucléaire représente l'essentiel. La production demain va diminuer de fait. On a commencé à fermer quelques centrales, par exemple Fessenheim, et ça va continuer au fur et à mesure qu'elles seront déclassées par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc un jour, vous voyez, on arrivera à zéro. Zéro, sauf si on relance un programme nucléaire. Vous l'avez entendu la semaine dernière. C'est en tout cas l'intention d'Emmanuel Macron. Et c'est également ce que un certain nombre d'autres hommes politiques prévoient pour l'avenir. À l'inverse, comme vous le savez, d'autres candidats proposent la sortie du nucléaire dans les années qui viennent, même si la date n'est plus vue à 2035, mais à plus loin. Alors, ces deux défis, et c'est ma dernière diapositive, donc ça, j'ai presque fini, aboutissent à un modèle économique qui est résumé dans cette diapo, où on a 6 scénarios. Parmi ces 6 scénarios, pour être tout à fait clair, le N2 est pas très loin de celui qui a été annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas mal de nucléaire, mais pas encore énormément, hein, en définitive juste 50%, alors qu'aujourd'hui on en est à 70-75%. Et par ailleurs, des coûts de flexibilité, en particulier de stockage, pour prendre cet exemple-là, de stockage de l'électricité, qui sont modérés. Hein. Si on avait été sur les scénarios toute énergie renouvelable, c'est par exemple le M0 tout à gauche, on aurait eu le coût de développement de ces énergies renouvelables et puis en rouge, des coûts de flexibilité importants, hein, parce qu'on a besoin de pouvoir ajuster soit la production, soit la demande à cette disponibilité de l'électricité renouvelable. Or, comme vous le savez, elle est moins disponible quand il y a moins de soleil, moins de vent, moins d'eau, etc. Voilà pour les coûts. J'aurais voulu vous souligner que, curieusement, ces scénarios ne sont pas extraordinairement différenciés en termes de coûts. Il n'y en a pas un qui est 2 fois plus cher que les autres. Il y a une fourchette entre 59 et 80. Je voudrais vous rassurer, il y a eu évidemment beaucoup de tests pour essayer de voir si, selon les taux d'intérêt, selon le coût des matières premières, etc., tout ça variait beaucoup. En réalité, ces chiffres sont assez robustes. Ça peut paraître curieux, mais s'il n'y a pas de catastrophe industrielle, normalement, on devrait être dans des ordres de grandeur qui sont proches de cela. Alors, de toute façon, on aura besoin d'énergie renouvelable. Hein. Vous voyez que même le scénario le plus à droite, avec le plus de jaune nucléaire, prévoit quand même une bonne part de gris. Et il faudra aller au rythme, non pas que nous avons connu ces 10 dernières années, mais au rythme que l'Allemagne a connu sur les éoliennes et le solaire, ou que l'Angleterre a connu sur l'éolien offshore, ce que nous n'avons pas fait en France ces dernières années. Donc, je vais conclure. Sur les coûts, je voudrais vous rappeler que l'électricité paye l'électricité, que c'est un système énergétique et économique qui s'autofinance complètement. Hein, on n'est pas sur des systèmes comme le système de transport où on a besoin de pas mal d'apports de subventions publiques. Je voudrais aussi vous rappeler que ces scénarios vont être difficiles à mettre en œuvre. Il va falloir aller très vite, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui sur les énergies renouvelables, quel que soit le scénario, mais même sur le N2 qui a été présent, enfin, qui est proche de celui qui a été présenté la semaine dernière, mais que tous sont possibles techniquement et économiquement. C'est quand même la bonne nouvelle. On aura les matières premières pour le faire, sauf catastrophe énorme, on aura les technologies pour le faire et on l'aura à un coût raisonnable. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, le marché de l'électricité, c'est 50 milliards d'euros par an. Demain, le moins cher possible, le scénario N03, ça ferait 59. Plus cher, disons 80. Je vous rappelle que ça sera dans un monde en 2050 où nous n'aurons plus de facture de pétrole, plus de charbon, plus de fuel.
et peut-être plus de gaz. Ou si c'est du gaz, ça sera du gaz renouvelable. Donc voilà un peu la situation où nous en sommes. La facture énergétique des Français en 2050 ne sera pas nécessairement plus lourde qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire à ce stade. Merci beaucoup et c'était vraiment très important d'avoir cette vision-là parce qu'effectivement, on voulait pouvoir positionner à la fois la question de l'évolution des énergies et du système énergétique et la question de comment finalement on règle cette difficulté pour les plus fragiles d'entre nous. Donc, il était bien évident que ce webinaire a pour objectif à la fois de dire comment nous allons faire évoluer les modèles de l'énergie, et ça, c'est les deux témoignages que celui que vous venez d'entendre et celui de Total Energy, et puis comment on va s'intéresser à la question des grandes fragilités. Et là, cher Yann, la parole est à vous. Merci Charles Benoît, merci Frédéric. Donc après effectivement l'enjeu de prospective, penchons-nous à présent sur celui de la solidarité. Pour en parler, Bernard Saincy, président du collectif Stop à l'exclusion énergétique. Bernard, vous allez nous dire finalement comment réussir à agir contre la précarité énergétique. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui fais penser les... Voilà. À ta main. Voilà. Avant de vous présenter j'ai un écho là, excuse-moi, très fort. Vous m'entendez normalement? Oui. Bon. Avant de vous présenter l'association, je vais vous donner quelques éléments sur la précarité énergétique. On n'a pas les chiffres 2021 qui sont fournis par l'Observatoire national de la précarité énergétique, mais on a l'enquête qui est réalisée chaque année par le médiateur de l'énergie, qui a été faite en octobre dernier et qui montre l'ampleur du phénomène. Excuse-moi, j'ai un énorme écho, je m'entends... Nous t'entendons bien, Bernard. Nous, de notre côté, il n'y a pas d'écho et on t'entend bien. Ah bon, d'accord. Mais moi, je m'entends en double. Excusez-moi. Donc, quels sont les éléments? Le médiateur de l'énergie fait une enquête, je le disais, tous les ans au mois d'octobre. Pour l'enquête 2021, 60% des Français ont en 2021 réduit leur chauffage. C'est une augmentation très importante par rapport à 2020. 84% se disent préoccupés par leur consommation, soit plus 5%, et 20% ont souffert du froid. En fait, 25% ont rencontré des difficultés pour payer leurs factures, et en particulier les jeunes. Voilà un élément, quelques éléments qui montrent l'ampleur du phénomène. On considère en 2019, qu'il y avait 12 millions de personnes qui sont concernées par la précarité énergétique. Alors, comment on lutte contre la précarité énergétique? On a deux moyens. Des mesures dites curatives, essentiellement, c'est le chèque énergie, maintenant, qui est de 244 € au maximum, auquel s'ajoutent les 100 € de prime dite inflation. Et les mesures préventives qui consistent en fait à rénover l'habitat des personnes en grande précarité énergétique. En fait, ces deux mesures se cumulent dans des périodes comme actuellement, avec une tension très forte sur les prix de l'énergie. Il faut faire un effort sur les mesures immédiates, de court terme, les mesures curatives. C'est pour cela que les associations demandent en général une augmentation du chèque énergie pour le porter à environ 700 € par an. Et la vraie solution, c'est la solution systémique, c'est-à-dire la rénovation de l'habitat. Avec là des différences, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la dernière période par les pouvoirs publics. Donc, il y a des aides, en particulier MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité pour les gens en grande précarité. Alors, comment définit-on la précarité énergétique? La précarité énergétique a été définie par la loi
de 2010, dite Grenelle 2, vous le voyez à l'écran, est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. On voit bien le lien entre l'inadaptation de ces ressources, des faibles ressources, et des conditions d'habitat qui peuvent être très dégradées. Les causes de la précarité énergétique sont multiples. C'est un phénomène complexe. Certains sont structurels et d'autres conjoncturels. C'est un enjeu qui est au croisement, comme le disait Charles Benoît en introduction, de plusieurs préoccupations sociales, l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat, la question sociale et l'environnement. Et enfin, c'est un fléau environnemental, social et sanitaire qui nécessite des accompagnements spécifiques pour les personnes dans cette situation. Alors, l'association Stop Exclusion énergétique a été créée en 2019 sous forme de collectif et est devenue association en 2020. Et elle réunit un certain nombre d'acteurs différents, des entreprises, des associations de solidarité, les plus grandes aujourd'hui en France, des collectivités territoriales, des services de l'État, des universités. Et c'est cette situation de multi-acteurs qui permet d'envisager des projets. Alors, je dis tout de suite, on est une association de projets et pas de plaidoyer. Nous avons coutume de dire que nos projets sont notre plaidoyer. C'est-à-dire qu'on fait la démonstration qu'il est possible de rénover l'habitat pour les personnes en grande précarité grâce à des solutions hybrides, publiques, privées, et innovantes qui permettent d'envisager un mieux-être social pour les gens en grande précarité énergétique. Alors, nous avons développé plusieurs projets qui sont des projets expérimentaux. Le premier, c'est celui qu'on appelle ensemblier solidaire. En matière de précarité énergétique, si on veut rénover l'habitat de ces personnes, on a deux problèmes. Le problème, c'est l'accompagnement dont ces personnes ont besoin tout au long de leurs travaux, parce que sinon elles n'engagent pas de travaux si elles ne sont pas accompagnées de bout en bout. Et l'accompagnement pose deux questions. Premièrement, comment on finance cet accompagnement renforcé, c'est-à-dire au-delà de ce que propose aujourd'hui le gouvernement pour les ménages classiques, si je puis dire, qui est mon accompagnateur Rénov'. Comment on fait mon accompagnateur Rénov' puisqu'il va y avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus précis et permanent pour les familles en grande précarité. Et deuxième chose, comment on forme des personnes à faire cet accompagnement? Parce que pour l'instant, si on regarde bien la situation, il y a très peu de personnes qui sont capables de faire un accompagnement technique et social des familles en grande précarité dans la conduite de leurs travaux de rénovation. Puis la deuxième question, c'est le reste à charge. Sur des rénovations moyennes de l'ordre de 50 000 euros, on arrive pour les gens en grande précarité à trouver à peu près 90% des financements privés et publics, essentiellement publics, mais il reste toujours 10%, c'est-à-dire finalement 5 000 euros. Et pour des familles en grande précarité dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 000 euros par an, 5 000 euros, c'est impossible à trouver. Donc il faut trouver une solution pour que le reste à charge soit ramené à zéro pour les gens en grande précarité énergétique. Donc on a développé un nouveau métier sous forme expérimentale pour l'instant, mais on souhaite en faire
un programme financé par les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle Ensemblier solidaire. Donc, ce sont ces personnes qui vont accompagner les familles dans leurs travaux de bout en bout. Un deuxième projet qui touche à une autre question de la précarité énergétique, c'est l'identification des familles en grande précarité. Les familles en grande précarité, en général, sont isolées, souvent des personnes âgées, parfois des personnes handicapées, souvent des gens sans emploi, donc ils sont repliés sur eux-mêmes et donc il faut aller vers elles pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les aider. Donc notre idée, c'est à la fois de former des bénévoles des grandes associations caritatives, mais aussi d'utiliser les jeunes en service civique pour aller voir ces familles en grande précarité énergétique. Bernard, deux petites minutes. Je me permets de signaler que on t'entend avec des à-coups. Oui, et je pense, Bernard, reste plus près du micro parce que dès que tu t'éloignes, on n'entend plus. D'accord. Mais moi, j'ai un énorme problème, c'est que je m'entends en double. Donc, c'est difficile de parler. Mais bon, je vais essayer de continuer. Donc, le programme 1000 jeunes en service civique, c'est un partenariat avec l'association Unicité qui nous permet d'avoir ce premier contact avec les familles en grande précarité. Les jeunes vont faire du porte-à-porte et donnent des premières informations sur les aides disponibles pour les familles et surtout les orientent vers les professionnels compétents. Troisième programme, c'est essayer de mettre en avant l'innovation territoriale. C'est ce qu'on a appelé les trophées de la lutte contre la précarité énergétique. On l'a fait cette année au moment de la journée de la précarité énergétique du 10 novembre dernier au ministère de la Transition écologique et on a à cette occasion récompensé 12 projets innovants territoriaux qui traitent de la précarité énergétique. Et puis on a un appel aux dons avec une ambassadrice qui a bien voulu nous aider, qui est la comédienne Emmanuelle Béard, donc un appel aux dons au grand public, essentiellement pour financer le reste à charge lors de rénovation de l'habitat de personnes en grande précarité énergétique. Dernier point, on a travaillé avec l'ensemble de nos membres, donc les 60 organisations qui participent au collectif, à essayer de faire un scénario qui s'appelle « Ensemble, éradiquons la précarité énergétique d'ici 2030 ». C'est un scénario ambitieux qu'on a remis à la ministre Emmanuelle Wargon le 10 novembre dernier et sur lequel on veut développer des débats sur l'ensemble du territoire, avec comme objectif d'améliorer, de renforcer, d'enrichir ce scénario, donc où il y a 70 propositions concrètes, et d'en profiter pour créer des collectifs territoriaux, pour que ces collectifs développent des projets concrets sur leur territoire, de façon à lutter contre la précarité énergétique. Ce scénario est particulier, c'est ma dernière slide, parce que c'est en fait un vrai parcours de rénovation qu'on a proposé, qui est d'abord, d'identifier les gens en précarité énergétique, en grande précarité énergétique, avec un certain nombre de projets qui vont venir donner du corps à cette question de l'identification. Une deuxième qui est d'organiser, c'est-à-dire finalement de penser le projet avec la famille et aussi avec les proches de la famille, avec aussi l'objectif de sensibiliser des bénévoles qui vont être les tiers de confiance dont ont besoin les familles en grande précarité pour se lancer dans les travaux de rénovation. Le troisième point du parcours, c'est le financement. Et là, avec la question que je abordais tout à l'heure, qui est la question du reste à charge. Qu'est-ce qu'on fait pour que les familles n'aient plus de reste à charge, puisqu'on sait que les 5 000 € dont je parlais tout à l'heure, c'est un obstacle majeur au fait que les gens en grande précarité se lancent dans la rénovation de leur habitat. Ensuite, un quatrième point du parcours, c'est réaliser. Et là, il y a
un élément important qui est la formation des artisans à travailler avec des familles en grande précarité. Et aussi, il faut donner de la sécurité aux artisans, et c'est dans ce cadre-là qu'on propose par exemple de créer un fonds qui permettrait de créer des caisses d'avance qui garantiraient le paiement des travaux aux artisans, et donc les rassurerait et leur permettrait de se lancer sur ce marché gigantesque. Rénover les 4,8 millions de passoires thermiques qui existent en France, c'est un marché pour les artisans tout à fait considérable. Et puis enfin, la cinquième étape, c'est de suivre la famille après les travaux. C'est en fait apprendre à la famille à bien utiliser le logement rénové dans une pratique d'éco-gestes qu'en général, ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer, et de les suivre aussi du point de vue social après la rénovation, avec la transformation que permet la rénovation de leur habitat, notamment d'avoir de nouveaux liens sociaux, de relations sociales qui n'existaient plus pour la famille. Et le point pour ce parcours de rénovation, le point de cohérence, c'est qu'il faut animer, piloter et assembler l'ensemble de ces étapes du processus de rénovation. Et ça pose la question de la formation des acteurs, dont je parlais tout à l'heure, qui est notamment faire émerger le métier d'ensemblier solidaire. Voilà, excusez-moi, parce que je m'entends deux fois, c'est assez difficile de parler. Mais c'était tellement passionnant, cher Bernard, que justement l'entendre deux fois n'est pas un problème. Oui, mais quand on s'entend deux fois, on est dans ce que tu viens de décrire sur finalement tout ce travail remarquable de consolidation et de co-construction avec cette alliance. On est au cœur là de la question du dialogue interterritorial, puisque de nombreux territoires se sont déjà saisis finalement de cette question, et nous allons en avoir un exemple dans un instant. Et c'est la raison pour laquelle on a animé ensemble un atelier avec le réseau des 350 catalyseurs territoriaux pour se dire justement comment on peut accélérer cette mise en perspective entre ces réflexions nationales, cette capacité à être apporteur de scénarios, de solutions au plus haut niveau, et puis cette capacité locale, finalement, à avoir des expériences déjà à l'œuvre qui montrent que c'est possible dès aujourd'hui. Et cette articulation, finalement, nationale-territoriale, c'est pour ça qu'on pensait vraiment très important d'en faire un des axes de notre séminaire. Yann, ça nous fait une transition toute trouvée, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup, Charles Benoît et Bernard. Donc, après l'enjeu de la prospective et donc la solidarité qui ont été partagées, il est temps pour nous de passer à l'enjeu de co-construction territoriale. Et pour en parler, nous allons écouter Florence Lecluse, qui est directrice, et pas déléguée générale, qui est directrice du 107. Florence, est-ce que vous pouvez nous dire finalement de quelle manière, dans vos initiatives, vous inventez des solutions qui permettent de répondre au plus près des besoins et des fragilités? Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je n'ai pas de slide, donc je vais faire confiance à votre écoute pour vous parler effectivement de ce qu'on fait nous sur le territoire de la métropole de Lyon. Je suis directrice du 107, je vais le représenter en 2 minutes, même pas. Le 107, on est une association loi 1901, on est sur le territoire de la métropole de Lyon depuis 6 ans maintenant. Notre objectif, c'est d'être un acteur de la transition écologique et sociale. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait émerger des projets innovants qui vont répondre aux grands défis sociaux et environnementaux du territoire. Et ensuite, on va les déployer, les expérimenter, les accélérer pour avoir toujours plus d'impact positif pour les habitants de la métropole de Lyon et de ses environs,
en ciblant en particulier les personnes les plus fragiles. Toute notre action s'inscrit dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et on va travailler au fil des années en fonction des priorités du territoire sur l'économie circulaire et le bâtiment, l'économie circulaire et le textile, l'accès à l'eau et à l'hygiène pour les personnes sans abri ou encore la précarité énergétique. Voilà les sujets qu'on traite et on en a traité une dizaine ces 6 dernières années, dont la précarité énergétique en 2020-2021. Et la particularité de notre approche, c'est de faire travailler ensemble pour adresser ces grands sujets. On fait travailler ensemble des grandes entreprises, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien sûr des collectivités locales, sans oublier d'autres acteurs publics ou représentants de l'État et des acteurs académiques. C'est dans ce sens-là qu'à chaque fois on se dit, parce que chacun n'a pas la solution unique, mais un bout de solution, parce qu'il comprend ses clients, parce qu'il comprend son territoire, parce qu'il a une approche différente, ensemble, on peut imaginer des solutions qui vont répondre à des besoins aujourd'hui non couverts, non satisfaits. La dynamique de la précarité énergétique, et je ne vais pas reprendre toute la présentation que vient de faire Bernard sur la précarité énergétique. Nous, on s'en est saisi complètement il y a 2 ans, un petit peu suite à toutes les problématiques. Ça partait de la problématique de on veut faire la transition écologique, mais il ne faut pas oublier les plus pauvres. On a eu l'idée notamment on en a pris conscience avec le mouvement des Gilets jaunes et on s'est dit mais c'est effectivement comment s'attaquer à cette problématique de transition écologique sans oublier les personnes les plus fragiles. Sur le territoire de la métropole de Lyon, 90 000 personnes, selon les statistiques locales, 90 000 personnes seraient en situation de précarité énergétique. Le chiffre monte à 610 000 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est pour donner des chiffres concrets par rapport au pourcentage que vient de citer Bernard, pour se dire c'est non négligeable, c'est une très forte part de la population entre 10 et 15 qui souffre soit du froid en hiver, soit de la chaleur en été, qui n'arrive pas à bien payer ses factures. La précarité énergétique, c'est aussi ne pas pouvoir payer ses factures et devoir enlever le chauffage. Et c'est des personnes en très grande précarité, mais aussi des ménages avec des faibles revenus. Donc, en partant de ce point de départ, on s'est dit, très bien, on va faire travailler ensemble une diversité d'acteurs pour leur faire produire une solution. Donc, on a réuni un collectif d'acteurs avec bien sûr, en s'appuyant sur l'appui de l'ADEME et de la métropole de Lyon. On a réuni un collectif d'acteurs, des acteurs publics, bien sûr la métropole de Lyon, l'ALEC, c'est l'agence locale de l'énergie, la CAF, un bailleur social, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire comme Habitat et Humanisme, peut-être que vous ne les connaissez pas tous, Énergie solidaire, les compagnons bâtisseurs, Dorémy ou encore Solia, qui agit spécifiquement sur la précarité énergétique. Sans oublier, bien sûr, autour de la table, il y avait aussi des acteurs privés comme Enedis, Engie, Planète Oui, l'association du BTP, donc la CAPEB, ou encore Saint-Gobain. Tous traitent plus ou moins de la précarité énergétique, mais tous, en un moment de leur activité, sont confrontés à ces ménages en précarité énergétique et tous partent du même constat, on ne sait pas bien traiter ce sujet-là. De manière très... Je m'inscris alors complètement sur tout ce que vient de dire Bernard. Nous, on l'a constaté, on l'a partagé ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni ce collectif et ensuite, on les a réunis. Alors, en plus, à l'époque, c'était le Covid, donc on était réunis un peu en physique, mais surtout en visio. Donc, on a fait des ateliers d'intelligence collective où, ensemble, on a partagé le constat et les enjeux locaux sur ces thématiques de précarité énergétique. Ensuite, au fil des séances, on a utilisé d'autres outils et méthodologies de créativité pour qu'on puisse produire le maximum d'idées innovantes, en tout cas qui n'existent pas sur le territoire, d'idées pour résoudre cette question de précarité énergétique jusqu'à les derniers ateliers où on partait de très bien, on va sélectionner le ou le projet qui nous semble le plus pertinent à mettre en place. Avant de vous parler du projet qui est en train d'émerger, c'est le constat partagé par tous au niveau local, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs du secteur sont très mal coordonnés. Les objectifs de la sortie de la précarité énergétique n'apparaissent dans aucune
feuille de route. Alors, sauf un acteur très spécifique comme Solia, qui est l'objet principal, mais en général, le sujet de la précarité énergétique, c'est à la périphérie de tous les sujets. Quand on est un bailleur social, c'est loger les personnes, leur faire payer leur loyer, améliorer la qualité de vie, etc. Mais la précarité énergétique n'est jamais un sujet à part entière. Idem pour des énergéticiens ou d'autres acteurs privés. Donc, c'est effectivement un sujet de se dire, mais en fait, le sujet est là, mais il n'y a pas de coordination globale sur ce sujet. Un autre problème qui a été partagé par l'ensemble des personnes autour de la table, c'est on a un problème de repérage et d'accompagnement des ménages. Comment on arrive à identifier les situations de précarité énergétique? Comment on arrive à identifier et ensuite accompagner le ménage? Et le dernier sujet que Bernard a bien entendu citer, aujourd'hui, les services ou toutes les aides qui sont disponibles pour sortir de la précarité énergétique, bien sûr ça parle de rénovation, mais il y en a d'autres d'aides, elles ne sont ni compréhensibles, ni lisibles, ni donc accessibles pour la très grande majorité des personnes. On estime que pour sortir de la précarité énergétique, un ménage a besoin d'actionner 10 dispositifs. C'est énorme. Donc, partant de ce constat, donc on l'a fait de manière collective, on a produit un maximum d'idées de se dire mais comment on peut, nous, à l'échelle territoriale, s'emparer du sujet, essayer de faire quelque chose, essayer, en tout cas tenter de faire quelque chose. Les gros sujets, ce sont aussi comment se dire que ce sujet de précarité énergétique, elle doit prendre en compte différentes situations. On peut être propriétaire, occupant et être en situation de précarité énergétique, être un locataire du parc privé ou un locataire du parc social, à chaque fois avec des acteurs différents et une approche différente et des fois plus ou moins complexe. On a fait des préconisations, notamment on a imaginé un projet qui s'appelle, c'est un projet encore qui, dans le nom, est à finaliser, mais on les appelle les énergiques, qui est exactement dans la continuité de ce qu'a présenté Stop Exclusion, en se disant qu'aujourd'hui, comme ça n'a fait pas partie encore pleinement des feuilles de route ou de la fiche de poste des acteurs publics ou privés qui accompagnent les ménages en situation de précarité, pas forcément de précarité énergétique, on propose de s'appuyer sur un tiers de confiance qui forcément bénévole, qui est dans le cercle des personnes qui interviennent pour des associations locales, un tiers de confiance qui accompagnera le ménage dans tout son parcours, à la fois pour aller le voir et aller vers ce ménage, comprendre sa situation de précarité énergétique et en fonction du diagnostic qui a été posé, de pouvoir lui indiquer le chemin à suivre. Est-ce que c'est aller voir le service social, aller voir son bailleur, aller voir tel ou tel service qui peut lui offrir une aide financière ou tel entrepreneur qui peut l'aider à rénover son bâtiment. Eh bien, de pouvoir accompagner ce ménage tout au long des travaux ou tout au long des dispositifs qui sont mis en place pour ensuite, à la fin de l'accompagnement, de faire un bilan et de poursuivre en disant mais quelles sont en effet les bonnes attitudes au quotidien pour continuer à bien vivre dans son logement et bien faire attention à sa facture énergétique. Aujourd'hui, voilà, ça c'est le projet qu'on souhaite expérimenter en 2022 sur le territoire de la métropole de Lyon, mais on est confronté à un vrai problème, c'est un vrai enjeu, on va dire, si ce n'est pas un problème, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et je suis très contente qu'il y ait du plaidoyer au niveau national, il faut absolument que cette notion de précarité énergétique arrive sur le haut de la pile de nos décideurs politiques ou économiques et qu'ils y dédient à la fois des moyens, enfin en tout cas des postes ou des personnes qui puissent coordonner cette action sur le territoire au niveau de ces grands acteurs publics ou économiques et ensuite qu'ils en fassent un vrai enjeu, une vraie priorité. Parce que tant qu'on n'a pas on va dire, cet environnement positif pour impulser des projets ou des expérimentations sur le territoire, c'est extrêmement compliqué.
plein d'autres choses seront prioritaires. Donc, tout notre enjeu en ce début d'année 2022, c'est d'aller voir et d'aller convaincre aussi bien la métropole de Lyon que les d'autres acteurs publics autour de l'énergie, de leur dire, mais voilà, il est indispensable d'impulser une action coordonnée, et nous, acteurs locaux, avec les associations, on est en capacité d'expérimenter un accompagnement tiers de confiance pour accompagner ces ménages. L'enjeu est de taille si on ne veut pas opposer fin du mois et fin du monde. Voilà. Florence, Je suis prête à écouter vos questions. Brillant. J'aime bien vous faire intervenir parce que c'est toujours extrêmement brillant. Même quand on n'a pas de slide, on peut être brillant. Et vous êtes la démonstration incarnée. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous faites aussi finalement la pédagogie de ce qu'est un catalyseur territorial, c'est-à-dire la capacité à réunir autour de la table les différents talents pour pouvoir inventer ensemble des solutions qui assemblent des briques de chacun pour faire la preuve par l'exemple que c'est possible. Et ça, c'est un élément déterminant aujourd'hui, c'est à la fois, et sans nullement les opposer, être capable d'avoir des réflexions à grande échelle, systémiques, de pouvoir mobiliser au niveau national, mais de faire la même chose au niveau local et être en capacité finalement de démontrer, de choisir en fonction des priorités du territoire, des acteurs du territoire, des spécificités du territoire, une action qui va vraiment mobiliser chacun et être finalement la force de démonstration. On aime bien appeler ça la preuve par l'action ou la preuve par l'exemple. Et c'est sans doute cela, vous appeliez à un plaidoyer, c'est sans doute ce plaidoyer par l'action, par la capacité à finalement inventer ensemble des solutions, qui est la meilleure réponse à cette logique-là. Et d'ailleurs, et ça fera une transition toute trouvée, puisque, comme vous le savez sans doute, le réseau des pionniers des alliances en territoire est très largement soutenu depuis 2 ans dans le cadre du fonds ODD 17 que nous avons créé suite à la mission ministérielle avec la fondation Total Énergie. Mais ce n'est pas de la fondation Total Énergie dont nous allons parler, mais plus directement de son père fondateur ou de son groupe fondateur. Exactement. Merci Charles Benoît et merci encore Florence pour cette belle intervention. Nous avons vu les 3 premiers points cardinaux finalement. La prospective, la solidarité, la co-construction territoriale. Et à présent, il va s'agir de l'enjeu de l'innovation et de la pédagogie. Pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Isabelle Patrier. Vous êtes directrice France de Total Énergie. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire comment finalement innover et faire la pédagogie du mix énergétique nécessaire par rapport à ce que vous vivez au sein de votre groupe? Oui, merci Yann. En effet, la pédagogie du mix énergétique est peut-être la première question à laquelle il faut qu'on réponde quand on s'appelle Total Énergie. Je reviendrai un peu sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. Vous vous en souvenez, il dit que dans la programmation de l'énergie en France, il y a 50% de cette énergie qui sera de l'énergie nucléaire et il y a 50 autres % qui correspond à un mix énergétique. L'énergie nucléaire, nous, on n'y est pas, c'est un monopole d'État. En revanche, on est sur les 50 autres %. Et je vais vous expliquer comment on se positionne sur ces 50 autres %. Alors aujourd'hui, Total Énergie est vu comme un groupe pétrolier et gazier. On va voir comment nous avons commencé notre transformation, mais le défi pour nous, c'est d'atteindre nous aussi la neutralité carbone en 2050. Alors, comment atteindre cette neutralité carbone, on va le voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous exactement en données chiffrées? Ça veut dire d'être d'ici 2030, donc dans 9 ans, dans le top 5 des énergéticiens renouvelables du monde, c'est-à-dire accélérer la transformation de notre compagnie sur toutes ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un groupe multi-énergie comme nous? C'est la continuité d'approvisionnement, hein, évidemment. Et puis, il va falloir aussi qu'on atteigne cette neutralité carbone ensemble avec la société. Ensemble avec la société, ça veut dire avec le rythme de la société civile, avec le rythme de nos clients, avec le rythme des industriels des pays dans lesquels on opère. Et aujourd'hui, on opère dans 130 pays.
Cette volonté d'accompagner la société, elle est liée aussi à la politique des États. Vous voyez que quand la France, elle décide de faire 50% de nucléaire et 50% d'autres énergies, c'est un parti pris politique. Et donc, nous, on accompagnera pays par pays les politiques énergétiques de chacun de ces pays, évidemment. Et on s'appuiera aussi sur des réglementations. Et c'est aussi pour ça que pour nous, il est important d'augmenter la part des bio dans les carburants pour passer de plus en plus sur de la biomasse et de moins en moins sur du pétrole. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir un prix du carbone suffisant pour pouvoir pousser les nouvelles énergies. C'est vrai aussi qu'on travaille aussi en concertation sur cette taxe carbone aux frontières pour permettre aussi de localiser dans chacun des territoires et permettre à chacun de ces territoires de faire sa transformation. Alors aujourd'hui, Total Énergie, je vous propose d'expliquer le défi de ces énergies et puis après de faire un zoom territorial parce que je pense que c'est intéressant de voir comment on se transforme sur un territoire en particulier. Et puis on parlera aussi des enjeux socio-économiques. Effectivement, je reviendrai sur ce que disait Florence sur la précarité, l'identification de la précarité et comment une compagnie comme Total Énergie peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, aujourd'hui, Total Énergie est dans toutes les autres énergies que le nucléaire. Et donc, notre enjeu va être de se décarboner. Et décarboner, ça veut dire le pétrole, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va être de plus en plus abandonné au profit d'énergies qui vont être fabriquées à base de biomasse. Donc, les biocarburants, que ce soit des biocarburants terrestres, que ce soit des biocarburants aériens, dans un premier temps, puisque dans un deuxième temps, on a des enjeux de technologie à résoudre. Le gaz, qui est une deuxième énergie que nous produisons, donc de plus en plus, il faudra décarboner ce gaz et passer sur des gaz verts. Aujourd'hui, en France, Total Énergie est devenu le leader en méthanisation. Donc, on est le premier producteur de biogaz. Aujourd'hui, on est à 500 gigawatts de production. On espère arriver à accompagner nos projets pour pouvoir pousser ce biogaz, cette méthanisation qui a des vertus. On est dans l'économie circulaire, dans la récupération de déchets. Et puis, ça permet aussi le biogaz, au-delà de décarboner le gaz, de rentrer dans les réseaux pour le décarboner, ce gaz, mais aussi de faire de l'épandage, puisque vous savez qu'à la sortie des méthaniseurs, il y a du digesta et ça permet aussi de remplacer un certain nombre d'engrais qui eux-mêmes sont aussi fabriqués sur base fossile. Il y a l'électricité. Vous avez vu que nous sommes rentrés dans l'électricité il y a quelques années, ce qui n'était pas une énergie que nous fabriquions et que nous produisions. Cette électricité, il faudra qu'elle soit de plus en plus basée sur les renouvelables pour qu'elle soit de plus en plus verte. Et évidemment, nous sommes rentrés dans un déploiement d'une stratégie renouvelable. Aujourd'hui, Total Énergie en France, par exemple, a plus de 350 unités de production d'électricité verte. Il va falloir qu'on pousse ces renouvelables et qu'on arrive à accélérer ce rythme, comme le disait Frédéric tout à l'heure. Aujourd'hui, le rythme de déploiement des renouvelables, pour des raisons de délai, de permis divers, n'est pas suffisant. Je crois que la stratégie qui a été énoncée la semaine dernière par la France pour accélérer permettra certainement de le faire et donc d'avoir de plus en plus de renouvelables et de pousser ces énergies. Et puis, on fabrique aussi du plastique et donc, il faut qu'on travaille aussi sur abandonner de plus en plus le fossile dans nos plastiques, donc de travailler sur le recyclage des plastiques pour être en économie purement circulaire et puis aussi travailler sur les produits de demain, c'est-à-dire les bioplastiques. Et à ce titre, on a un grand projet en France de fabrication de bioplastiques sur base d'amidon et non plus sur base de pétrole. Donc, vous voyez que tout ça est un véritable enjeu de transformation. Cet enjeu de transformation, il faut qu'on le mène à la fois pour décarboner nos produits, pour décarboner nos actifs, je vais y revenir, et puis pour accompagner nos clients au rythme de leur transformation quand ils changeront de voiture, quand ils changeront de chaudière,
quand ils changeront d'énergie, les pousser à travailler sur des nouvelles énergies, de nouvelles motorisations. Et on le fait aussi avec les constructeurs, évidemment, et avec tous les producteurs et industriels qui auront besoin de cette énergie de demain. Alors, où on en est aujourd'hui, à la fin d'année 2021, on a 10 gigawatts d'énergie renouvelable produite par Total Energy installée, c'est-à-dire en renouvelable, ça équivaut environ à 6 tranches nucléaires. Notre objectif dans 9 ans, c'est d'être à 100 gigawatts, c'est-à-dire 60 tranches nucléaires, c'est 2 fois le parc nucléaire français, pour essayer d'accompagner dans tous les pays dans lesquels nous sommes cette transformation et abandonner l'énergie fossile au profit des énergies renouvelables et biosourcées. Alors, je veux faire un zoom de transformation territoriale parce que ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire aussi transformer nos sites industriels, abandonner des unités qui sont sur base pétrole pour basculer ces sites sur des plateformes zéro pétrole, donc d'autres énergies, sur d'autres sources énergétiques. Et je vais prendre l'exemple de la transformation de la raffinerie de Grand Puy, qui est dans Seine-et-Marne. Total Energy avait 6 raffineries en France. Elle en a déjà transformé 2. Elle vient d'arrêter donc cette 3e à Grand Puy pour la transformer elle aussi en site zéro pétrole. Et donc sur ce site-là, on va faire une centrale solaire, une unité de recyclage des plastiques, une unité de fabrication de bioplastiques à partir de betteraves et d'amidon, et puis une unité de biocarburant à partir d'huile alimentaire usagée et de graisse animale. Donc, on va complètement arrêter le pétrole et même le stockage de produits pétroliers sur cette plateforme. Évidemment, ça s'accompagne. Transformer nos sites industriels, ça fait partie de cette transformation. Ça fait partie aussi d'un enjeu socio-économique parce que quand vous êtes le centre dans le milieu d'un territoire et d'un département agricole, le seul centre industriel, vous drainez quand même au niveau de vos sous-traitants, au niveau du bassin économique, un certain nombre de retombées. Et ça veut dire aussi qu'il faut accompagner nos salariés. Vous imaginez bien que des gens qui ont été, dont la spécificité, c'est le métier du raffinage, demain, il faut les accompagner dans la transformation et dans leur métier de demain. Ça veut dire aussi accompagner en transition juste nos salariés. Ça veut dire accompagner aussi nos sous-traitants. Qu'est-ce qu'ils feront et comment est-ce qu'on les aide à se positionner sur nos unités et nos métiers de demain pour accompagner nos nouvelles unités industrielles? Et puis, comment ce bassin d'emploi fonctionnera dans l'intervalle, parce que pendant l'intervalle de projet, évidemment, il va falloir accompagner nos personnels et nos sous-traitants, mais il va falloir aussi accompagner ce territoire-là. C'est pour ça qu'on travaille en proximité avec la région, les communautés de communes. On essaye de mener avec elles cette attractivité et ces changements. Alors, je reviendrai aussi sur ce sujet socio-économique qui entraîne, vous le voyez bien, des enjeux d'innovation, mais des enjeux aussi de compétences. Ce sont pour nous des nouveaux métiers, de nouvelles technologies qu'on ne maîtrisait pas il y a 5 ans. Et ça veut dire aussi qu'on se pose aussi la question du rythme de cette transformation pour accompagner aussi nos clients qui ne changeront pas leur véhicule et qui n'en auront pas les moyens et leur chaudière le même jour, le même moment. Ça veut dire aussi avoir des enjeux de solidarité. Et je rejoins Florence, on essaye nous aussi d'identifier dans cet environnement de transformation l'impact en termes de justice de transition et notamment d'identifier des publics précaires. On a essayé, et on l'a annoncé la semaine dernière, d'identifier la précarité énergétique avec les clients qui nous payent avec un chèque énergie pour pouvoir leur permettre d'avoir un chèque supplémentaire et leur donner 200 € pour doubler celui qui a été donné par l'État. Mais très honnêtement, identifier les publics précaires, c'est un vrai sujet sur lesquels on n'est pas tellement armé. Et quand on fait des démarches telles que celles qu'on a faites la semaine dernière pour pouvoir les accompagner, en fait, c'est totalement imparfait puisqu'on n'arrive pas
comme vous le disiez tous assez bien, à identifier ces populations précaires énergétiques qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique que d'autres, au-delà de ceux du territoire, de nos collaborateurs ou de nos environnements dans lesquels nous nous situons. Je crois que j'ai essayé rapidement de vous faire un accompagnement et énergétique et de l'impact socio-économique de cette transformation. Merci beaucoup Isabelle d'avoir parfaitement réussi à nous resituer les enjeux à la fois de votre secteur et les enjeux de transformation qui touchent finalement l'ensemble, l'écosystème assez large finalement, des parties prenantes de votre groupe. Petit mot à l'attention du public, si vous avez des questions à poser à Isabelle Patrier, merci de le faire directement par fil. On vient d'avoir une succession d'interventions passionnantes qui ont permis de passer loin sur la vision des enjeux finalement des 4 points cardinaux, prospective, solidarité, co-construction territoriale, innovation et pédagogie. Passons à présent dans finalement la mise en débat entre ces dynamiques, entre ces interactions pour avoir finalement cette question, comment passer des actions de chacun à leur interaction. Donc, Charles Benoît, vous souhaitiez oui, peut-être juste un mot pour justement resituer dans le cadre de notre webinaire qui a été brillamment évoqué dans à la fois l'action de chacun et la nécessaire interaction entre tous. On a parlé des 3 leviers de tout modèle socio-économique, en commençant par les richesses humaines, que ce soit Bernard avec la spécificité de l'accompagnement social des plus fragiles d'entre nous, ou Isabelle dans finalement les nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui pour répondre à la transformation. On parler bien évidemment aussi des questions de financement, que ce soit pour rappeler que même si on peut contribuer très largement pour les plus fragiles d'entre nous, le dernier pas reste, ou plutôt le premier pas pour eux reste très différent, très difficile, et donc l'importance de la solidarité, et c'est là où l'exemple que vient juste de citer Isabelle dans la façon dont public et privé peuvent finalement contribuer ensemble entre la prime de 100 € et la capacité d'abondement du chèque énergie qui est fait. On voit bien cette capacité à essayer de trouver ensemble des solutions. Et puis nous avons vu bien évidemment sur l'alliance, et c'est là aussi une question majeure de savoir comment, que ce soit au niveau national, puisque tel que le rappelait Isabelle, finalement, même si on contribue, comment est-ce qu'on détecte où sont les personnes les plus en fragilité, et donc ça demande bien évidemment des liens avec les grands acteurs publics et associatifs, ou que ce soit au niveau territorial, comme nous l'a rappelé Florence, avec cette capacité finalement à mobiliser chacun en fonction des spécificités de son territoire pour pouvoir inventer ensemble la solution qui correspond le mieux aux réalités de terrain du territoire en question. Alors, effectivement, moi, ça m'intéresserait vraiment d'entendre chacun d'entre vous, en quelques mots, dire pour vous, quelles sont ces conditions, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir passer de la diversité de l'action de chacun, et on le voit à travers les 4 points cardinaux que le talent et la compétence et la motivation de chacun n'est plus en question. Je reciterai juste un chiffre de l'Observatoire des partenariats. On est passé entre 2015 et 2017 de 36% des entreprises qui avaient des partenariats qui associaient intérêt général à économie. Nous sommes passés à 57% des mêmes entreprises de but salarié qui sont engagées dans ce type de partenariat pour trouver et inventer ensemble des solutions. Je tiens à remercier d'ailleurs Anne Robin, la directrice scientifique des études, qui pilote les études Comisis et Opinionway de l'Observatoire des partenariats pour sa présence parmi nous. Alors comment finalement, puisque chacun est à l'action, comment faciliter aujourd'hui, favoriser aujourd'hui en France, au niveau national et territoire, les interactions? Peut-être est-ce la première question pour lancer notre débat. Et là, il faut qu'il y en ait un qui réponde. Je veux bien.
Alors moi, sur un point de vue territorial, je pense que la transition énergétique, bien sûr, est une affaire de politique et d'engagement à visée nationale et sans ce cadre, cette réglementation nationale, rien n'est possible. Mais les territoires, avec les acteurs publics, les collectivités locales, ont une place hyper importante puisqu'elles connaissent et elles peuvent construire leur écosystème économique, voir de quelle énergie elles ont besoin, comment accompagner les ménages dans la transition. Et ça, c'est en étant proche. Donc, des orientations, une réglementation nationale, pour moi, est indispensable. Le deuxième sujet, c'est une orientation politique publique et aussi indispensable au niveau local, parce que des initiatives accompagner 2, 3, 10 ménages en situation de précarité énergétique, il y en a toujours et il y en aura toujours. Il y a toujours des associations ou des bénévoles qui vont se mobiliser pour aider ces personnes et pour donner de leur temps pour aider ces personnes. Mais ça va rester que des initiatives, des choses qui vont pas maximiser notre impact, ou qui vont pas faire boule de neige, ou qui ont beaucoup de mal à faire boule de neige. Et donc de se dire qu'il y a pour moi un vrai enjeu à faire de cette notion, et là je parlerai de précarité énergétique, de se dire si on veut faire la transition énergétique sur les territoires, voilà, il n'y a pas le choix de toute manière, comment aussi on accompagne les familles les plus précaires. Et le tissu local est hyper riche, qu'il soit en termes associatifs ou les entreprises, mais c'est vrai que cette intention politique transversale, elle est indispensable, parce que ça donne l'impulsion, ça donne le cadre dans lequel va s'inscrire ces initiatives qu'on va pouvoir faire démarrer et ensuite faire grandir et accélérer. Le on, c'est pas forcément le 107, hein, bien sûr, mais c'est globalement les acteurs du territoire. Mais c'est ce cadre-là qui est hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette remise en perspective de l'articulation nationale et territoire qui ne s'oppose pas, mais au contraire qui se complète. Et je vous invite à reprendre, à revoir le livre blanc Le modèle territorial de l'énergie, publié en 2007, où justement cette question n'était pas d'opposer national et territorial, mais bien de jouer collectif. Comment est-ce que finalement, dans un cadre commun, on peut avoir une capacité d'innovation au plus près des territoires et inversement. Donc cette politique d'engagement qui doit être à la fois locale et nationale et doit s'articuler, effectivement, merci de le souligner. D'ailleurs, je soulignerai que dans la mission ministérielle, la proposition de loi pour un droit d'alliance d'intérêt général est justement pour pouvoir expérimenter très localement entre acteurs publics, économiques, associatifs, ces solutions et pouvoir les remonter, les partager pour justement qu'il y ait vraiment un cercle vertueux entre national et territoire sur ce sujet-là. Partage totalement cette notion. Bernard, je crois que tu voulais réagir. Oui. Alors, j'ai toujours l'écho. Alors, rapidement, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Isabelle en reprenant l'idée de transition juste. En fait, il peut y avoir des transitions énergétiques, écologiques, que si personne n'est laissé au bord du chemin. Et c'est pour ça que la lutte contre la précarité, excusez-moi, mais la lutte contre la précarité énergétique est vraiment très importante dans ce cadre-là. Et je voudrais insister sur, pour répondre à la question Charles-Benoît, je pense qu'il y a un enjeu énorme sur la formation des acteurs en général. Ça veut dire tous ceux qui sont en contact avec ce public particulier. Par exemple, les travailleurs sociaux qui sont dans les centres communaux d'action sociale, par exemple, ou dans les CAF, qui n'ont pas de connaissances spécifiques sur la précarité énergétique et qui ferait vraiment essayer de les former. Mais c'est vrai aussi dans les entreprises. Je pense aux conseillers solidarité qui existent dans les entreprises de l'énergie, qui pourraient être formés de façon plus importante sur la question de la précarité énergétique et comment on peut en sortir. Et enfin, comment on peut former les bénévoles des associations, des grandes associations caritatives qui sont au contact des personnes pratiquement
quotidiennement et qui devra avoir des éléments plus importants en termes de compréhension de ce qu'est la précarité énergétique et comment on peut en sortir. Merci pour insister sur ce point qui nous ramène aux richesses humaines et à la nécessité finalement d'informer, de former, d'aider les acteurs à agir concrètement et d'insister sans doute aussi sur la diversité des formats qu'il faut inventer parce que c'est sans doute pas une solution unique. Les besoins des travailleurs sociaux, des conseillers solidarité et des bénévoles ne sont pas les mêmes. Et donc peut-être justement une des actions à mener en commun, c'est la diversité des moyens de pouvoir sensibiliser, former les différents publics qui sont en contact avec les personnes, voire même aussi d'associer, bien évidemment, puisque ça c'est un élément essentiel, ne pas faire pour mais avec, d'associer les acteurs concernés dans cette capacité de former. Ça nous ramène d'ailleurs à ce que nous avions évoqué dans le premier webinaire, celui sur le numérique, sur les questions des nouveaux modèles de pédagogie et d'ingénierie. Peut-être, Isabelle, quel est, vous, l'angle d'interaction qui vous semble important de souligner? On a vu l'articulation nationale territoriale, la formation. Est-ce qu'il y a un point qui vous semble particulièrement important à souligner pour favoriser ces interactions? J'ai l'impression que sur tous les sujets sur lesquels qu'on a abordé aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai enjeu de simplification. Parce qu'en fait, pour identifier, il faut tous se parler, ça c'est une certitude et on se parle probablement pas suffisamment. Ça c'est sûr. Mais par contre, je pense qu'il faut tout simplifier, c'est-à-dire que pour s'y retrouver dans les aides quand on est précaire, c'est un vrai dédale, il y en a de partout. Quand on est même une petite entreprise, et y compris une grande comme la nôtre, de savoir tout ce qui existe, c'est quand même un vrai challenge. Et on se rend compte que finalement, on est dans un pays comme la France, sur un empilement de solutions qui se sont rajoutées les unes aux autres. Et à la fin, la grande visibilité que ça devrait pouvoir donner à celui qui justement a besoin de simplicité pour s'y retrouver, il ne l'a pas. Et nous-mêmes, on a quand même beaucoup de difficultés à les accompagner aussi. Nous, en tant qu'industriels, que grandes compagnies en France, on essaye d'accompagner des petites entreprises pour justement les pousser sur les nouvelles technologies parce qu'elles sont plus agiles que nous, elles vont y arriver. Je peux vous dire que c'est un vrai challenge de pouvoir les aider à pouvoir se transformer et à pouvoir pousser de belles technologies françaises sur le territoire français, de s'industrialiser sur le territoire français. C'est aussi très compliqué de les aider à trouver les aides qui vont leur permettre de se développer. Et je comprends que c'est aussi compliqué, comme nous, on a eu du mal à identifier quels étaient, et qu'on a toujours du mal, à identifier quels pouvaient être les publics précaires. Les aider demain à trouver dans ce dédale la solution, les solutions pour pouvoir se transformer et pouvoir trouver les aides et les soutiens pour faire les bons choix d'énergie, les bons matériels, le bon moment et trouver les bons soutiens. Si on ne simplifie pas tous les processus, je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc, au-delà de se parler tous, qui me semble être un prérequis, je crois qu'un enjeu de simplification et peut-être de notre part à tous, d'identifier ce qui pourrait l'être, pourrait peut-être permettre d'accélérer les choses. Ce que je retiens dans la façon dont vous finalement qualifiez cette simplification, c'est à la fois de pouvoir se parler, donc il y a peut-être des enjeux de sémantique, mais aussi de pouvoir rendre plus lisible, visible ce qui est accessible. Et j'entendais que ce soit au niveau des personnes ou des organisations, et on peut penser à ce que nous appelons les PMO, les petites et moyennes organisations, que ce soit petites ou moyennes entreprises, petites ou moyennes collectivités, petites ou moyennes associations. Donc, on est bien dans, finalement, comment est-ce qu'on rend plus fluide cette capacité à se saisir de ce qui existe et peut-être de pouvoir plus facilement monter dans le bateau, donc de simplifier cette appréhension du sujet et cette appropriation du sujet. Frédéric, le mot de la fin ou la baguette magique de la fin, finalement, est la vôtre? Alors, je ne suis pas magicien, mais j'aimerais ajouter à toutes les contributions qui viennent d'être dites et que je rejoins complètement, peut-être le terme de mutualiser.
Moi, il me semble important quand même pour passer d'expériences éparses réussies à un processus dans tous les territoires et sur une longue durée, puisque on va avoir plusieurs décennies pour transformer le parc d'habitation français en parc efficient sur le plan de l'énergie. On va mettre quand même un certain temps à remplacer notre parc de véhicules thermiques par des véhicules bas carbone, soit au biogaz, soit à l'électricité. Donc, on va mettre du temps. En revanche, on doit le faire à des coûts raisonnables évidemment pour les précaires énergétiques et coûts raisonnables aussi pour la collectivité, sinon ça ne se fera pas. Donc la mutualisation me paraît quelque chose d'important après la phase importante elle-même de diagnostic, de repérage et de mise en œuvre des solutions techniques. J'ajoute que je ne voudrais pas être exagérément optimiste, mais je suis persuadé que le temps passant, les savoir-faire vont se constituer et se diffuser, les technologies vont s'améliorer et on pourra apporter de nouvelles réponses à ces grands enjeux, mais il nous faut aussi cette volonté politique dont on parlait tout à l'heure pour que sur les territoires et au niveau national, les choses soient engagées et qu'ensuite elles soient stabilisées suffisamment longtemps pour chaque lignée et non pas qu'on change de politique tous les 3 ans. Merci beaucoup. Alors, articuler le cadre national et la capacité d'innovation locale, former et former dans les différents milieux concernés, simplifier pour pouvoir mieux mobiliser les personnes et les organisations et répondre à leurs besoins et leurs fragilités. Et puis, mutualiser en étant convaincu qu'à la fois savoir-faire, technologie vont pouvoir suivre, mais qu'il est aussi indispensable d'avoir une volonté politique qui nous invite à le faire. Voilà donc les 4 finalement leviers tels qu'ils sortent, cher Yann, de notre webinaire d'aujourd'hui. Exactement. Merci, cher Benoît, et surtout un grand merci également à chacun de nos intervenants pour ce beau dialogue. Alors, pour les prochaines étapes, nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le 17 mars 2022, pour parler des ponts vers l'inclusion, autrement dit l'approche de l'emploi et de l'inclusion pour se projeter sur les nouveaux modèles à horizon 2030, notamment en partenariat avec GRDF. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.